Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans. Il y a 3 semaines, je me suis effondrée à mon bureau à 23h47, victime d'un AVC hémorragique massif. Le médecin a dit que j'étais à 48 heures de lésions cérébrales irréversibles, ou de la mort. Ma mère a reçu l'appel à 7 heures du matin. À 9h30, elle était à l'hôpital. À 15h, elle avait décidé que la visite du lieu de mariage de son autre fille à Saint-Barthélemy ne pouvait absolument pas attendre. Bienvenue sur la chaîne quand le karma frappe. Je suis sortie faire une petite marche pour prendre l'air. Bouger comme ça m'aide vraiment à digérer des histoires lourdes comme celle d'Émilie. D'ailleurs, vous nous regardez d'où aujourd'hui? Vous êtes en train de bouger un peu vous aussi, ou simplement de vous détendre? Revenons maintenant dans cette chambre de convalescence silencieuse, là où le véritable combat a commencé. Les lumières fluorescentes du bureau sont la dernière chose dont je me souviens. Elles bourdonnaient. Un léger grésillement électrique qui semblait résonner dans mon crâne. Dans la technopole californienne, on n'appelle pas ça travailler trop. On appelle ça la course effrénée. On appelle ça innover. J'étais directrice des opérations dans une jeune entreprise technologique valorisée à plus d'1 milliard, sur le point d'entrer en bourse pour 11 millions d'euros. 40 employés comptaient sur moi pour terminer l'audit. Mes propres options d'action, d'une valeur d'environ 260 000 euros, devaient être acquises dans moins de 2 semaines. Je devais simplement tenir encore 11 jours. Mais mon cerveau avait d'autres projets. Il a décidé d'abandonner avant même que l'entreprise ne le fasse. À 23h47, un vaisseau sanguin dans ma tête a simplement cédé. Une seconde, j'étais penchée sur un tableau financier, analysant les 325 000 euros que j'avais transférés à ma famille au cours des 7 dernières années. La seconde suivante, l'écran est devenu un brouillard blanc. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler à l'aide. Mais mon bras semblait appartenir à un mannequin. Lourd. Froid. Inutile. Le sol ne m'a pas simplement frappé. Il m'a accueilli. Les heures suivantes ont été un vide absolu. Pas de lumière blanche. Pas de souvenirs qui défilent. Juste les carreaux froids sous ma joue. Et le curseur clignotant sur mon ordinateur, attendant une phrase que je ne finirai jamais. Le gardien de sécurité m'a trouvé peu avant minuit. Quand je suis arrivée au centre médical universitaire de Mission B, les chirurgiens étaient déjà en train de se préparer. Ils ne pensaient pas que je survivrais à la nuit. Ma mère, Amandine, a finalement répondu à son téléphone à 7 heures le lendemain matin. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a pas crié. Selon les infirmières, sa première question n'a pas été sur mes chances de survie. Elle a demandé si j'avais ma carte d'assurance dans mon portefeuille. Elle est arrivée à 9h30, accompagnée de mon beau-père Jacques et de ma sœur cadette Manon. Ils ne sont pas restés longtemps. Plus tard, l'infirmière de l'unité de soins intensifs m'a confié que la pièce semblait remplie de leur impatience, pas de leur chagrin. Manon est restée près de la porte, serrant son sac à main de créateur, un sac que je lui avais payé 6 mois plus tôt pour un entretien d'embauche, et elle s'est plainte que l'odeur de l'hôpital lui donnait la nausée. À 15h, alors que j'étais encore profondément inconsciente, ma mère a dit au chirurgien principal qu'ils avaient un avion à prendre. Elle a expliqué que j'avais toujours été la forte de la famille et qu'elle était certaine que je voudrais que ma sœur vive son jour spécial. Puis elle est partie. Le silence de la chambre de convalescence est devenu mon seul allié. Je n'ai pas cherché un mouchoir pour essuyer des larmes qui n'étaient pas là. À la place, j'ai attrapé mon smartphone. Mes doigts semblaient enfermés dans du plomb, lourd et récalcitrant après la neurochirurgie. Alors j'ai appuyé sur l'icône du microphone. Annuler toutes les autorisations secondaires des cartes bancaires, ai-je murmuré d'une voix rauque et clinique. Confirmer l'annulation pour la carte se terminant par 4492. C'était celle d'Amandine. Confirmer l'annulation pour la carte se terminant par 8011. C'était celle de Manon. En moins de 2 minutes, j'avais sectionné les artères numériques qui alimentaient leur mode de vie. Ensuite, je suis allée dans mes paiements récurrents. 1500 euros chaque mois. Le loyer de la maison de banlieue de Jacques et Amandine. J'ai cliqué sur supprimer. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas hésité. Ce n'était pas une décision émotionnelle. C'était une optimisation nécessaire. J'ai ouvert mon espace de stockage en ligne et retrouvé le fichier intitulé La dette. Un simple tableur. Mais c'était le texte le plus coûteux que j'ai jamais écrit. Cette année de relevé. J'avais été l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille, fournissant le capital d'une entreprise qui n'avait jamais eu l'intention de me rapporter quoi que ce soit. J'ai fait défiler les lignes. Les mensualités de voiture de Manon, ses cotisations étudiantes,
Et les sacs de luxe qu'elle prétendait indispensables pour sa carrière d'influenceuse. Je me suis arrêtée au total final, en bas de la colonne. 325 000 €. Je suis restée là, dans la lumière tamisée, l'écran bleu éclairant les tubes branchés à mon bras. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient utilisé à découvert pendant des décennies. Pourquoi avais-je accepté cela? Le mécanisme m'apparaissait clairement maintenant. C'était le piège de la cruauté normalisée. Dans l'esprit d'Amandine, je n'étais pas une fille. J'étais une erreur biologique née en 1992 qu'elle avait décidé de rentabiliser. Pour elle, ma survie allait de soi. Mais mon utilité était ma seule valeur. Pendant 30 ans, elle m'avait conditionné à croire que l'amour était un abonnement. Et que c'était à moi d'en payer la facture. Si je n'étais pas utile, j'étais invisible. Si je ne payais pas, je n'appartenais pas à la famille. Mais ce contrat était désormais nul et non avenu. Il avait été rédigé par une enfant qui ne connaissait pas sa propre valeur et signé dans le sang d'un AVC qui aurait dû me tuer. Je regardai une nouvelle fois le registre des visiteurs. Un nom attira mon attention. Harrison. Un inconnu m'avait accordé plus de respect en restant assis 3 heures sur une chaise en plastique dans le couloir que ma propre mère pendant toute ma vie. Ma tête pulsait, un rappel aigu et régulier de l'opération. Mais la douleur restait supportable. Cela ne représentait rien comparé au poids de 325 000 € d'affection volée. Je refermai l'ordinateur portable. L'audit était terminé. Je n'étais pas seulement en train de retrouver ma santé. Je reprenais ma vie à ceux qui m'avaient traité comme un distributeur automatique avec un cœur qui bat. Je me calai contre le fin oreiller d'hôpital et j'attendis. Les cartes commenceraient bientôt à être refusées. Le champagne sur ce yacht se transformerait en vinaigre au moment précis où ils comprendraient que leur vache à lait avait enfin quitté l'étable. La première vibration secoua ma table de chevet à 4h02 exactement. Ce n'était pas un léger bourdonnement. C'était la pulsation frénétique et irrégulière d'un système en panne totale. Je n'avais même pas besoin de regarder l'écran pour savoir ce qui se passait. À Saint-Barthélemy, le soleil devait être en train de se coucher, le vin hors de prix coulait à flot, et Amandine essayait probablement de régler une addition de 4 600 € avec une carte qui n'existait plus. Je pris le téléphone. Mes doigts étaient encore raides après l'opération, mais mon esprit fonctionnait avec une précision maximale. J'appuyai sur lecture du premier des 16 messages vocaux non lus. La voix d'Amandine ne ressemblait pas à celle d'une mère. Elle ressemblait à celle d'une actionnaire voyant le cours de son action s'effondrer. « Émilie, qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» cria-t-elle. Sa voix se mêlait au bruit du vent et au luxe en arrière-plan. Je suis au restaurant avec l'organisatrice du mariage de Manon. Et le directeur me regarde comme si j'étais une criminelle. Les 2 cartes ont été refusées. Tu te rends compte à quel point c'est humiliant? Répare ça immédiatement. Je sais que tu es réveillé. Arrête ces jeux pathétiques et transfère 50 000 € tout de suite. Je supprimai le message et passai au suivant. Cette fois, c'était Manon. Sa voix était aiguë, saturée d'une fureur arrogante que seule une existence subventionnée à 325 000 € pouvait produire. Tu es vraiment une petite ingrate, Émilie. C'est mon voyage pour préparer mon mariage. C'est censé être le moment le plus heureux de ma vie. Et toi tu essaies de tout saboter parce que tu es amère. Ce n'est pas parce que tu as eu un petit problème de santé que tu as le droit de gâcher ma vie. Tu es monstrueuse. Un petit problème de santé. Voilà comment elle qualifiait un AVC hémorragique et une opération cardiaque d'urgence. Pas une seule fois dans 16 messages, elles ne m'ont demandé si je pouvais parler, si je pouvais bouger mon bras, ou si les médecins m'avaient donné un délai de récupération. Elles ne me voyaient pas comme une patiente. Elles me voyaient comme une source de revenus défectueuse. Je me frottais l'arête du nez. La lucidité froide et clinique s'enfonçait encore plus profondément en moi. Cette fois, la colère n'était pas bruyante. C'était un audit. Je compris alors que ma compassion avait été un luxe qu'elles avaient utilisé à découvert pendant des décennies. Elles n'étaient pas choquées d'avoir laissé leur fille mourir pendant qu'elles buvaient des cocktails. Elles étaient seulement choquées que j'ai cessé de jouer le jeu. Je reposai le téléphone sur la table de chevet, face contre le bois. Le silence de l'unité de soins intensifs était bien plus honnête que le vacarme venant de Saint-Barthélemy. Elles étaient au paradis. Mais la facture venait enfin d'arriver et elles n'avaient plus le capital pour la payer. Dans mon monde, quand un actif devient un passif, on liquide. Je n'étais plus leur fille. J'étais la personne qui allait leur montrer combien coûte réellement une vie construite sur le sang de quelqu'un d'autre. Je fermai les yeux et écoutai le bip régulier du moniteur cardiaque.
C'était la seule voix en laquelle j'avais encore confiance. Calme. Factuel. Implacable. La porte de ma chambre s'ouvrit avec un léger sifflement pneumatique. Je n'appuyai pas sur le bouton d'appel. Mon rythme cardiaque ne s'accéléra pas. Je regardai simplement. Un homme entra. C'était la silhouette du registre des visiteurs. Harrison. De près, il ne ressemblait pas à un inconnu. Il ressemblait à un miroir. Cheveux argentés, très nets, et yeux bleus, exactement les mêmes que ceux que je voyais chaque matin dans la vitre de l'hôpital. Il ne parla pas tout de suite. Il resta au pied de mon lit, les mains jointes derrière le dos, comme un homme inspectant un projet qu'il finance depuis très longtemps. Quand il parla enfin, sa voix était grave, profonde. « Je suis désolé d'être resté si longtemps dans le couloir, Emily. » Il marqua une pause. « Cela fait 30 ans que j'apprends à être un fantôme dans ta vie. » Il poursuivit. « En tant qu'investisseur principal de ton entreprise, j'étais indiqué comme contact d'urgence principal sur ton assurance professionnelle. Je n'étais pas seulement un fantôme. J'étais le gardien silencieux intégré à tes contrats pour m'assurer que, même si ta famille te laissait tomber, moi, je ne le ferais pas. Je le fixais. Le registre des visiteurs indique que vous étiez là tous les soirs, dis-je. Et le médecin m'a dit que quelqu'un avait payé la facture. 260 000 € comptant. Il s'approcha de la chaise des visiteurs et s'assit. Il ne demanda pas la permission. Il bougeait avec l'autorité tranquille d'un actionnaire principal. Ça, c'était la partie facile, dit-il. Je m'appelle Harrison. Je suis le fondateur du fonds Harrison Capital. Il poursuivit calmement. Je suis aussi l'investisseur providentiel qui a injecté 1 650 000 € dans ton entreprise il y a 3 ans, quand votre levée de fonds de série a été sur le point d'échouer. Un frisson glacé de reconnaissance me parcourut. 3 ans plus tôt, mon entreprise était à 6 semaines de la faillite. Un fonds anonyme était intervenu, sans poser de questions, apportant exactement le capital nécessaire pour atteindre l'introduction en bourse. Le miracle qui avait sauvé ma carrière. Je comprenais maintenant. Ce n'était pas un miracle. C'était une stratégie. Pourquoi? Demandai-je. Un mot bref. Direct. Une demande de données. Il se pencha légèrement en avant. Ses yeux bleus, mes yeux, s'adoucirent pour la première fois. C'était le regret d'un gardien. Amandine m'a dit que si j'essayais un jour de te retrouver, elle ferait de ta vie un cauchemar. Murmura-t-il. Elle m'a dit qu'elle te raconterait que je t'avais abandonné. Elle a menacé de traîner ton nom dans tous les tabloïds de l'État pour protéger sa réputation. Il marqua une pause. Alors je suis resté en retrait. J'ai assisté à la remise de ton diplôme de lycée depuis le dernier rang. J'ai regardé ta cérémonie universitaire en direct sur Internet. Je suis devenu l'investisseur silencieux de ton existence. Sa voix trembla légèrement. Puis j'ai reçu l'appel disant que tu t'étais effondré. La première nuit, je suis resté 3 heures derrière cette porte vitrée, Emily, et j'ai compris que mon silence était en train de te coûter la vie. Je ne lui ai pas offert d'étreinte. Je ne lui ai pas offert de pardon. J'ai simplement intégré ces nouvelles données dans l'architecture de mon esprit. Elle m'a pris 325 000 € en 7 ans, Harrison. Je marquai une pause. Elle a utilisé mon empreinte digitale pour me voler pendant que j'étais intubé. Le visage d'Harrison se figea. La douceur disparut, remplacée par la froideur létale d'un homme qui manie des milliards. Je sais, dit-il. Et c'est pour ça que le fantôme sort de l'ombre. Il me regarda droit dans les yeux. Je ne reste plus derrière la vitre. Nous avons fini d'être exploités, Emily. Il est temps de clôturer les comptes de la famille Alvarez. Harrison ouvrit sa mallette et en sortit un lourd portefeuille de cuir. Ce n'était pas simplement un dossier. C'était une arme. Il le posa sur mes genoux, le visage impassible, d'un professionnalisme glacial. J'ai créé un fonds fiduciaire pour toi quand tu avais 4 ans, Emily. Sa voix devint plus grave. Pendant 30 ans, j'y ai versé des millions. C'était censé être ton filet de sécurité, ta liberté. J'ouvris le dossier avec des doigts parfaitement stables. Les chiffres sur le registre numérique étaient vertigineux. 2 200 000 € avaient été retirés au cours de la dernière décennie. Je regardais les bordereaux de retrait. La signature au bas de la page indiquait Emily Alvarez. Mais l'écriture n'était pas la mienne. C'était une imitation parfaite de mon écriture cursive, le genre que l'on ne maîtrise que si l'on a passé une vie entière à observer quelqu'un de l'autre côté de la table. Elle n'avait pas seulement falsifié ma signature. Elle avait utilisé comme arme la procuration permanente que j'avais signée 10 ans plus tôt.
Un document que je lui avais accordé les yeux fermés pour gérer mes affaires pendant que j'étais ensevelie dans le travail. Elle n'avait pas eu besoin de forcer la banque. Je lui avais donné les clés. Et elle m'avait saigné à blanc depuis ce jour. Faux et usage de faux, dis-je. Le mot avait un goût métallique dans ma bouche. Elle ne m'a pas seulement volé pendant que j'étais dans le coma. Elle a passé toute ma vie à voler mon avenir. Harrison désigna les dates sur le dossier. Regarde les retraits fréquents. 2015, l'année où Manon est entrée dans son université privée. 2019, l'année où l'entreprise de construction de Jacques a fait faillite et où ils ont mystérieusement acheté une nouvelle maison. Je me frottais les yeux. Ce n'était plus un conflit familial. C'était une entreprise criminelle. J'avais été la financeuse involontaire de ma propre mise à l'écart. Chaque urgence qu'il m'avait racontée était un mensonge. Un moyen de me garder occupée, de me faire travailler, de me faire gagner de l'argent, et surtout de m'empêcher de regarder les comptes qu'il vidait derrière mon dos. Les banques sont déjà en train d'auditer tout cela, dit Harrison d'un ton aussi froid qu'une salle de serveur. J'ai aussi les images de sécurité de l'agence bancaire où Manon et Amandine sont venues il y a 3 mois. Il continua calmement. Elles ont utilisé une fausse pièce d'identité et ton numéro de sécurité sociale. C'était le coup de grâce. Je n'ai pas eu envie de crier. Ni de jeter le dossier. Je ressentais seulement la logique froide d'un système en train d'être purgé. Elles n'étaient pas seulement ingrates. Elles étaient criminelles. Dans le monde de la logistique et des systèmes, un fichier corrompu doit être supprimé. Un mauvais actif doit être radié. Ma mère n'était pas un parent. C'était un prédateur. Je levai les yeux vers Harrison. Appelez votre équipe juridique. Je marquai une pause. Je ne veux pas d'excuses. Je veux une mise en accusation. La porte de ma chambre d'hôpital ne s'ouvrit pas. Elle fut envahie. Amandine entra la première. Sa peau portait encore le bronze profond du soleil de Saint-Barthélemy, suivi de Jacques et d'une Manon furieuse. Ils avaient l'air de descendre tout droit d'un yacht, encore baigné de chaleur tropicale. Tandis que j'étais assise sous la lumière froide et stérile de l'unité de soins intensifs. « Comment oses-tu » lança Amandine. Sa voix était une lame irrégulière qui traversa le bourdonnement des moniteurs. Elle ne regarda ni mes pansements, ni mes perfusions. Elle alla directement au pied du lit. Ses yeux brûlaient d'une avidité brutale. Nous avons été humiliés devant tout le monde. Nos cartes ont été refusées au restaurant. L'hôtel exigeait le paiement. Tu as fait ça exprès. Manon s'avança, le visage déformé par le mépris. Tu as ruiné mon voyage de préparation de mariage, Émilie. Tu es toujours dramatique, mais là tu as atteint un nouveau niveau. On a dû emprunter de l'argent à la famille de Grégory pour rentrer. Tu te rends compte de l'image que ça donne ? Je les observais avec un détachement clinique, ce qui semblait les rendre encore plus furieux. Je n'appuyais pas sur le bouton d'appel. Je ne sursautais pas. Je ressentais seulement la logique glaciale d'un système en cours de nettoyage. Les cartes ont été annulées parce que les comptes étaient compromis, dis-je d'une voix sèche et méthodique. Compromis ? Cracha Amandine. Il ne l'était pas avant que tu décides de faire ta petite crise. Je la regardai. Les comptes ont été compromis quand vous avez pris le pouce d'une femme inconsciente pour valider un virement de 92 000 € pendant qu'elle se battait pour vivre. Mes mots tombèrent comme des poids de plomb. La pièce devint silencieuse. Le visage d'Amandine vacilla un instant, une brève étincelle de culpabilité immédiatement recouverte par la défiance. J'ai fait ce que je devais faire pour ta sœur. Tu as toujours beaucoup d'argent. C'est alors que la chaise dans le coin grinça. Harrison, mon père, se leva. Il était resté dans l'ombre, observateur silencieux de la dernière représentation de la famille Alvarez. Amandine se figea. Le bronzage de son visage sembla se transformer en cendre en quelques secondes. Harrison, murmura-t-elle, la voix brisée comme si elle voyait un fantôme. Bonjour Amandine, répondit Harrison d'un ton tranchant et précis comme une incision chirurgicale. Il s'avança et posa le portefeuille de cuir sur le lit entre nous. Je crois que vous connaissez ces bordereaux de retrait. Il tapota les documents. Ceux avec la signature falsifiée d'Émilie que vous utilisez depuis des années pour vider le fonds fiduciaire que j'ai créé pour elle il y a 30 ans. Manon et Jacques regardaient tour à tour leur visage, perdus. Mais la terreur sur celui d'Amandine racontait toute l'histoire. Harrison poursuivit calmement. L'homme qui se tient derrière moi n'est pas un assistant. C'est un notaire mobile. Vous avez 60 minutes pour signer ces reconnaissances de dettes et ces transferts d'actifs. Il marqua une pause.
Après cela, nous appelons le Bureau fédéral d'enquête pour signaler 10 années de fraude bancaire et d'usurpation d'identité. Il fixa Amandine. Ce n'est pas une demande. C'est un accord judiciaire anticipé. Jacques réussit à murmurer. Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens déjà de le faire, répondis-je. Le renversement de pouvoir était complet. L'équipe juridique d'Harrison est juste derrière cette porte, continuai-je. Si vous ne signez pas, Amandine ira en prison avant la fin de la journée pour faux et usurpation d'identité. Je regardai Manon. Et toi, tu seras complice. Amandine fixa les papiers. Puis l'homme qu'elle avait fait taire pendant 30 ans. Puis la fille qu'elle avait traitée comme une simple source d'argent. Sa main tremblante saisit le stylo. L'abonnement de la famille Alvarez venait enfin d'expirer. Je quittai le centre médical universitaire de Mission Bay un mardi après-midi. L'air de Palo Alto était frais. Et pour la première fois en 34 ans, je n'avais plus l'impression de respirer pour 4 autres personnes. Je ne regardais pas les murs de verre de la chambre 412. Ni les fantômes de la famille que je venais enfin de liquider de ma vie. La voiture d'Harrison m'attendait sur le trottoir. Nous avons peu parlé pendant le trajet. Nous avions 32 ans de silence à combler, mais nous avons commencé par le présent. À l'arrière de la voiture, j'ai signé depuis mon ordinateur portable les derniers documents de l'introduction en bourse. Mes options d'action furent acquises pour 260 000 €. Mais le véritable profit n'était pas financier. C'était la propriété totale de mon avenir. La justice ne prend pas toujours la forme d'un marteau dans un tribunal. Parfois, c'est simplement la conséquence naturelle d'une vie bâtie sur le sang de quelqu'un d'autre. Le mariage de rêve de Manon ne s'est pas seulement effondré. Il s'est évaporé. Sans les 92 000 € que je devais payer pour maintenir les apparences, la façade de sa vie parfaite s'est écroulée. La famille de Grégory, obsédée par le statut social, a été tellement humiliée par le scandale financier et les accusations criminelles de falsification que les fiançailles ont été rompues en moins de 48 heures. L'influenceuse est désormais soumise à une saisie judiciaire sur salaire. Elle a troqué ses talons de créateur contre des chaussures antidérapantes dans un petit restaurant de San José, regardant la plupart de ses pourboires disparaître avant même d'arriver sur son compte pour rembourser la dette des 325 000 € qu'elle avait contribué à engloutir. Amandine et Jacques ont été expulsés de la maison qu'ils croyaient posséder en moins de 30 jours. Ils ont rapidement découvert que la communauté qu'ils tentaient tant d'impressionner a une mémoire très courte pour ceux qui n'ont plus d'argent. Ils vivent maintenant dans un petit appartement loué, leurs déplacements surveillés par des bracelets électroniques, en attendant leur procès pour fraude fédérale et usurpation d'identité, des crimes qu'ils ne peuvent plus me payer pour ignorer. Moi, j'ai emménagé dans un nouveau bureau. Un espace financé par le fonds d'Harrison, mais dirigé entièrement selon mes propres règles. Je ne suis plus l'investisseuse silencieuse de la cupidité des autres. Chaque matin, en me préparant, j'aperçois mon reflet dans le miroir. Je vois la fine cicatrice argentée sur ma tête. Ce n'est plus la marque d'un effondrement. C'est une médaille de liberté. Elle me rappelle que j'ai survécu à l'AVC. Et surtout, que j'ai survécu aux personnes qui l'ont provoqué. J'ai compris quelque chose. Le sang est un fait génétique. Mais la famille est un choix moral. J'ai passé toute ma vie d'adulte à croire que l'amour était quelque chose que je devais mériter en étant utile. Je me trompais. On ne peut jamais remplir une coupe qui n'a pas de fond. Si vous écoutez cette histoire et que vous avez l'impression d'être la personne invisible, celle qui paie toujours mais n'est jamais vraiment invitée. Rappelez-vous ceci. Vous avez le droit de construire votre propre unité de soins mentale. Un espace sacré où le seul prix d'entrée est la sincérité. Fixer une limite n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de survie. Parfois, la chose la plus professionnelle que vous puissiez faire est de mettre fin à une relation toxique et d'effacer la dette. Le pardon ne consiste pas toujours à faire la paix avec ceux qui vous ont blessé. Parfois, c'est simplement la seule façon de vous libérer de la prison de leurs attentes. Justice est faite. Si vous pensez que chacun mérite un nouveau départ après avoir brisé des chaînes toxiques, pensez à aimer cette vidéo et à la partager. Contact just because my dad actually gives the effort. I'm gonna be lurky while I take a little nap. Oh my gosh, see, Beastie, you're living my life. You're living my life. Have a good nap. Have a good nap, Beastie. I feel like the beanie is trying to pop off my head, like slowly lift off my noggin. Do you know that feeling? I stay in contact because of my siblings, because I don't want to move away so bad. Yeah, like my dad was like, I would love to live next to you again if you guys decided to move out here. I was like,
We spent literally almost 9 full years. When they moved, it was 8. We spent 8 full years literally in the same town of 14,000 people. And we saw each other maybe 3 times a year. Like, what the fuck difference does it make if I don't live near you at this point? You know what I mean? Like, what? Like, what? But he's the only one who's hoping for that. He's the only one who's hoping for that. And that's fine. Hi, Rosa. Thank you for the check-in. How you doing? How you doing? Oh, so yeah, like I don't have the best relationship with my mom. It's what it is. She's decided that I'm not the favorite and she forgets I exist and all these things keep happening and nobody tells me about them. And I'm like, I do ask. So fuck all of y'all. Like I ask. So anything good that's happening with me, I don't really tell them a whole bunch either. But like my dad will ask sometimes, but it's mostly just like, how's it going over there? And I'm like, we're good. How's it going over there? And he's like, we're good. And then it's like, okay, we'll talk to each other in a couple weeks. But I make sure that I talk every day to all of my kids, even the one that doesn't live with me. Like, okay. And they do that with my siblings. They just don't do that with me. I haven't been in that house since I was 19 and I'm 47. So, family trauma notwithstanding, how is everybody today? How are you all doing? How's your Thursday? No, you, Evie. No, you. I'm gonna just say it very loud. I'm so lucky that all of my friends are fucking gorgeous. They are intelligent. They are smart. They are passionate. They are compassionate. I would smooch again. I would absolutely smooch you, Evie. Me when I see Kaz. That's me when I see all my friends. And I'm just like, why wouldn't I obsess over my friends? At the very least, I'm setting a bar for them in their possible romantic endeavors. Like if their significant other cannot match the energy I'm putting out, it's not good enough to be romantic. They got to go a step above the way I'm going to flirt with my friends, the way I'm going to gas up my friends, the way I'm going to support my friends, and the way I'm going to date my friends. Seriously. If their partner or their wannabe partner cannot give that energy to them, they deserve better. Period. That's what it is. Joey, thank you for gifting us up to Evie. You're so sweet. I love you. You're so sweet. Thank you so much. Oh my gosh, and Atwai, you're a darling. I love you so much. Thank you. Shut up. All right, you guys, Thank you. Thank you for the check-in. That just made me yelp. I was like, wah! Here, I need to lurk on my buddy. On my sweet girl, Maestro. There we go. I lurk them. Seriously, yeah, just like... That's how I feel. I love my friends. I feel lucky that I've found such a good group of people. Because making friends as adults is really fucking hard, you guys. I think all of you know this. And I'm very much a hermit, right? Like everybody wildly underestimates my ability and desire to stay home and not feel cooped up and not feel stir crazy and just exist. I've got my books, I've got my snacks, I've got DoorDash, I've got computer games, I have crochet, I have everything that I could do to keep myself busy, and my hair keeps like flipping up and it's bleh. Anyway, but these are the people that actually just popped out and make me actually want to be social. So I make sure that they know that they are cherished and loved and that they should have standards. Standards are important. Now, don't get me wrong. You get the right kind of attention and it's nice to kind of like, you can keep going. It's all right. But don't be like falling for everybody who wants to see your tits. That's all I'm saying. Mama Kaz, Miss Hughes. Hello, beautiful. How are you?
I would pin this. Oh, you're so sweet. You're so sweet. I appreciate you, Twy. And Jojo. You guys are so sweet. Miss Hughes, how are you doing today? Happy Thursday Eve. How's it going? Well, wait. It's 4:30 here. And I've lost track of what the time difference is actually there. So it's not quite tomorrow yet, right? What a sentence to come into. We talking about titties already? Honestly, Miss Hughes, if you knew some of the things that I've been caught saying, that would be like so PG compared to everything else. I love and cherish you, wonderful, kind, beautiful, don't I can't say that out loud. Oh my gosh, Abby, I love you. It's 10:30. Okay, finish work until the 13th. Oh yeah, gotta love those days. That's good. That's good. Yes, I'm in the middle of my spring break holiday at the moment, and I've enjoyed every single day of it. Come on, Daddy's shoulder. Yeah, that's a tamer one too. I'm doing okay, Miss Hughes. Yesterday, a friend took me out and we went and had delicious ramen. And then by the time I got home, I had a crumble cookie, and it was just wonderful. It was just wonderful. I had to reapply for the community college because my financial advisor had ghosted me, and they removed my enrollment for not being an active student. It's not like I wasn't trying. Oh my gosh, Ash. That's annoying. That's so annoying. I cleared my inbox. That's so fucking good. Which cookie of the week? This one, okay. The other day when I ordered crumble cookies, I got the strawberry shortcake cookie, which was phenomenal. And I had to eat it with a fork though. And community colleges aren't like super hard. That's okay. That's true. But I mean, the fact that you have to reapply is kind of like bleh. But yesterday it was just a snickerdoodle cookie because there's nothing wrong with a good classic. You know what I mean? And they weren't overly heavy on the cinnamon, which sometimes can start to irritate your tongue. So it was good. It was good. Enjoyed it. Had a good time. I forgot to do something yesterday, and now I can't even remember what it is that I had forgotten to do. Oh no, it was just filling out the kudo board for my buddy Fox, because it's his birthday today. And tomorrow is Pluto's birthday, and Pluto turns 14. And we're going to make a whole fucking day of it, because like we're going to be ready by 9 in the morning, and I don't care if we're in pajamas for it. We come back and get ready at the house, but she gets to choose where we're going to breakfast. So we will go have breakfast together. And then we have and then I'm taking her to Best Buy to get a new PC. She doesn't know that yet, but she's getting one. And she's going to be very excited because the graphics card in her laptop has failed. So she can't really do anything. Which sucks because she's really been enjoying Silksong and Hollow Knight. She beat Silksong, but she didn't play Hollow Knight first. So she just asked if I could buy that for her. And I was like, yeah. Yeah. So now she's playing Hollow Knight. It was funny that she did it backwards, but she's having a blast. And then we're going to take her to Sephora, take her to the Mall of America. We're going to take her to, you know, Hot Topic, and we're going to take her to Sephora. And I'm sure there's probably a couple other places that we're going to go. We'll definitely hit the candy shop and get some gross candies, and some more ugly sodas. Back in January, my advisor just stopped responding to me when I was doing my FAFSA override because I'm not in contact with my mother outside of my siblings. It's the whole process. So I wasn't able to start school this semester. And I went to log in today to email them, and my account had been deactivated. Dude, that's rough. That's rough. If she beat Silksong, she should be... Well, yeah, she's just having fun with it. She's just having fun with it. She is looking at doing a couple other playthroughs of Silksong just for achievement farming. But until then, she's like, at that point, she was kind of like, I kind of wish that I had actually started with Hollow Knight and then moved into Silksong just because of how it looks together and everything. So, dude, that's rough. At that point,